Chers amis, mesdames, messieurs, bonjour. Il y a une élection présidentielle qui approche au Cameroun. En cette circonstance particulière, les tensions montent d'un cran, probablement aussi parce que le président en poste depuis 36 ans est candidat à sa propre succession. Les clivages se font donc plus grands, plus profonds et plus violents entre ceux qui soutiennent Paul Biya pour X ou Y raison et ceux qui le combattent parce qu'ils estiment que c'est lui le problème. Alors, moi, j'aime bien attaquer les problèmes à partir de leurs racines. Quand Paul Biya arrive au pouvoir en 1982, il connaît le Cameroun et les Camerounais mieux que beaucoup d'autres. Il a un programme formidable qui se résume en quelques slogans. Rigueur dans la gestion des biens communs, moralisation de la société et démocratisation de la vie politique. Ce dont le Cameroun a besoin déjà à ce moment-là. Plus de 3 décennies plus tard. Malheureusement, c'est un échec patent, monumental. Parce que la rigueur s'est transformée en une anarchie purulente. La moralisation est plutôt synonyme de corruption, prédation et dépravation. Le discours sur la démocratisation de la vie politique a laissé la place à une rare imposture totalitaire au moment où le concept d'intégration nationale résonne comme un hymne au fractionnement tribal, régional et linguistique du pays. Cela me permet de poser la question qui dérange ou qui fâche, à savoir, et si finalement c'était nous le problème? Nous allons en parler dans ce 20e numéro de l'éveil des consciences. Nous traitons tous les jours ceux qui nous gouvernent d'incompétents, de voleurs, d'antinationalistes, de corrompus, de satanistes, etc. Mais nous, sommes-nous vraiment différents d'eux? Nous voulons le changement au Cameroun et nous sommes incapables d'opérer en nous le changement que nous voulons, comme pourrait nous le reprocher Mahatma Gandhi. Notre tribalisme et notre népotisme font des ravages. Nous apparaissons comme congénitalement jaloux de la réussite des autres. Notre méchanceté et notre détestation des autres n'ont pas de limite. Nous vendons nous-mêmes nos propres frères sur la route de la Libye. Nous volons, détournons à tous les étages. Et nous sommes des faussaires patentés, des escrocs de la pire espèce. Nos infidélités et trahisons sont légendaires. Notre sorcellerie est visible en plein jour. Sans aucun remords, nous tuons nos frères et nos enfants pour quelques billets de francs CFA dévalués ou pour des rites occultes. Nous sommes férocement intolérants dans les débats d'idées. L'insulte au bout des lèvres ou du crayon, peu enclin à accepter que d'autres puissent avoir des opinions qui ne sont pas forcément celles que nous partageons. En clair, de vrais dictateurs, y compris dans nos vies privées à la maison, quelquefois avec nos femmes et nos enfants. Il y a très peu de compatriotes, chacun dans son domaine d'activité, qui peuvent jurer sur le crâne de leurs ancêtres que de toute leur vie, ils n'ont jamais posé un acte susceptible de les mener droit en prison. Si la justice devait s'intéresser de près à tous nos délits cachés, nous aurions presque tous quelques petits soucis. Nous sommes presque tous des prisonniers en liberté. Nous oublions volontairement les nombreux cadavres amoncelés dans nos tiroirs pour nous intéresser essentiellement à ceux des autres, davantage encore à ceux de nos successifs dirigeants. Vous allez me dire, c'est normal parce qu'ils gèrent les biens communs. Mais cela aurait pu avoir une résonance exceptionnelle si nous, de notre côté, nous étions des anges. Mais justement, nous ne le sommes pas. Plus étonnant encore, ce qui vient du côté de ceux qui ont occupé des postes de responsabilité dans cette gestion des biens publics et qui, du jour au lendemain, sont devenus de farouches opposants d'un régime qu'ils ont servi royalement. Je pense à ces vizirs d'hier qui aujourd'hui veulent être califes à la place du calife. Ou à certains qui sont en exil et qui n'ont pas la dent moins dure à l'endroit de Paul Biya. Ou encore à beaucoup d'autres
qui goûtent ou ont goûté à l'inconfort de la privation de liberté à Kondengui ou à Nubel. Je vais m'arrêter sur le plus représentatif d'entre eux, Titus Edouard. Dans le numéro 116 du bi-hebdomadaire L'Expression, à l'époque, qui paraît le lundi 5 mai 1997, en parlant du bilan de Paul Biya à la tête du pays, il fait le constat, je le cite, d'un échec dramatiquement désolant sur les plans institutionnels, économiques, social et culturel. Fin de citation. Il avait oublié qu'il était en grande partie tributaire de ces bilans. Et il ne s'était pas arrêté là. Dans la même édition, cet homme qui avait puisé dans les caisses publiques, comme la plupart de ses pairs, s'est mis à faire des révélations sur les arcanes d'un pouvoir qu'il qualifiait d'autocratique et de criminel. Un pouvoir qu'il avait pourtant servi avec délectation, assis à la droite de son créateur pendant plus de 15 ans. En réalité, nous diabolisons un président avec une malgouvernance avérée, certes, mais ce que notre mémoire refuse de retenir, c'est que quand nous insultons Paul Biya et sa gestion, il est vrai, scabreuse du pays, c'est de nous-mêmes aussi que nous parlons. Cela s'appelle une auto-flagellation qui s'ignore. Nous sommes 25 millions de Paul Biya. Voilà la vérité. Moi, ma solution est que, au lieu de demeurer dans cette espèce d'automutilation, nous pouvons faire mieux avec un autre état d'esprit, comme celui de Godfred Zamojo. C'est un prêtre dominicain, américain d'origine nigériane, diplômé en électronique, en microbiologie, en sciences du développement. Alors qu'il gagne très bien sa vie aux États-Unis dans les années 80, il découvre horrifié à la télévision des images de populations africaines qui meurent de faim, Éthiopie, Somalie et autres. Il quitte le laboratoire qu'il dirigeait, rentre en Afrique, afin de faire quelque chose. Il a comme seule arme son cerveau, le savoir accumulé pendant des années et une vision. Il écume longtemps les palais présidentiels pour expliquer aux différents chefs d'État son projet. Seul Mathieu Kérékou, président du Bénin à l'époque, est sensible à son discours et lui offre un vaste terrain abandonné. En compagnie d'un groupe d'Africains et d'amis de l'Afrique, Godfred Zamojo y matérialisera un concept unique au monde qu'il nommera Songhai. Une merveille de ferme qui intègre le développement agroécologique, biomimétique, piscicole, pastoral, autonome et durable, créatrice d'emplois aux effets multiplicateurs, en harmonie parfaite avec la nature. Si Nicolas Hulot avait été ministre au Bénin, il n'aurait eu aucune raison de démissionner. Mesdames, Messieurs, j'ai juste deux choses à vous recommander. La première est une invitation à aller sur YouTube. Cliquez sur Songhai, une ferme bio au Bénin. J'ignore ce que vous allez ressentir, mais moi, j'ai le profond sentiment que ce concept est la voie royale d'un vrai redémarrage agroéconomique de l'Afrique, en attendant que le secteur de la transformation sur place de nos minéraux de façon industrielle prenne son envol. Et surtout, que nous nous réapproprions la spiritualité qui était celle de nos ancêtres. Nous parlons beaucoup au Cameroun, dans les gargotes, les radios et plateaux télé, beaucoup plus qu'on agit. Nous critiquons beaucoup sans rien proposer. Et malheureusement, c'est l'injure qui arrive le plus souvent lorsque nous sommes à court d'arguments. J'en arrive à la deuxième recommandation. 65 à 70% des populations du Cameroun vivent en campagne. Chers amis, allons chercher ce savoir-faire chez Godfred Zamojo au Bénin et revenons implanter ces fermes chez nous, à raison d'une, au moins par commune.
Il y en a à peu près 360, si mes souvenirs sont bons. Et revenons implanter ces fermes chez nous. Et vous verrez, je vous promets que 10 ans plus tard, nous parlerons de notre pays de tout, sauf du chômage, de la pauvreté et de la faim. Chers amis, je voudrais terminer mon propos pour vous dire qu'après l'élection présidentielle au Cameroun, la vie va continuer. Et même plus tard, après Paul Biya et les autres, le Cameroun restera. Nous avons perdu beaucoup de notre temps, de notre énergie, de notre intelligence à vouloir chasser par des voies antidémocratiques un homme qui est exactement à notre image. Ça ressemble à l'histoire du serpent qui se mord la queue. Nous aurions mieux servi notre pays si les millions de Camerounais que nous sommes avions consacré ce temps, ces énergies et ces intelligences à faire un travail de fourmi, voire de termites, chacun dans son domaine de compétences, comme Godfrey Zamoujou au Bénin. Nous aurions certainement aujourd'hui un Cameroun avec un tout autre visage. Moi, je suis un éveilleur de conscience. Je viens de commencer ce bénévolat et j'essaye de le faire au mieux avec les petits moyens dont je dispose, avec le minimum. Je ferais probablement plus et certainement mieux si je disposais de plus de moyens pouvant me donner un peu plus de visibilité. Je pourrais être encore plus efficace si j'étais un conseiller spécial du chef de l'État. Parce que moi, j'aurais le courage de lui dire, Monsieur le Président, voilà ce qu'on devrait faire. Et si je ne suis pas écouté, je démissionne avec perte et fracas en lui disant, Monsieur le Président, je n'ai rien à faire à vos côtés si vous ne m'écoutez pas. Prenons nous-mêmes le destin de nos pays en main, comme Godfrey Zamoujou, qui aujourd'hui reçoit régulièrement les visites des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des plus hauts responsables de l'ONU dans ses installations. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous ceux qui partagent régulièrement mes publications, même quand parfois ils n'ont pas aimé ou ne sont pas d'accord. Et croyez-moi, rien que pour cela, je vous adore. Parce que par ce simple clic, vous participez à votre manière à cet éveil de conscience. Bonsoir. Bonsoir à tous.